Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Attention, dans cet épisode, nous allons aborder des sujets sensibles qui pourraient heurter la sensibilité de certains auditeurs. Je vous retrouve samedi prochain à 11h30 pour le pique-nique de Pâques. En attendant, transmettez mes amitiés à vos parents et dites-leur que je vous autorise à regarder le match des Red Sox ce soir. Le père David Ollie est jeune, drôle et passionné. Les parents l'adorent et à la sortie du catéchisme, même les enfants disent de lui qu'il est cool. Aujourd'hui, son cours portait sur Lazare. Dans la Bible, alors qu'il est mort depuis 4 jours, cet homme est ressuscité par Jésus, qui démontre l'étendue de ses pouvoirs divins en accomplissant ce nouveau miracle. En conclusion de la leçon du jour, le prêtre a insisté pour que les élèves copient dans leur cahier un verset de l'Ancien Testament. « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, c'est lui qui t'a donné la force. » Les enfants sortent joyeusement, à l'exception de Phil. À bientôt 10 ans, l'écriture et l'orthographe tout spécialement constituent encore une grande difficulté pour lui. Mais il s'accroche et il s'applique. Une fois le verset enfin copié et alors qu'il s'apprête à sortir, le père Ollie l'appelle depuis son bureau juste derrière la sacristie. « Phil, viens me voir 1 minute s'il te plaît. » Si c'était n'importe quel autre adulte, Phil râlerait, tout pressé qu'il est, d'aller retrouver ses camarades. Mais comme c'est le père Ollie, il n'hésite pas. J'ai besoin d'un petit gars fort comme toi pour m'aider à déplacer ces cartons-là, tu vois ? Phil est tout fier, et tous deux s'exécutent. En portant des boîtes de livres et de bougies, ils discutent de l'école, des profs, des grands frères de Phil. Une fois les cartons rangés, le prêtre demande « Ça te dirait que je te fasse un tour de magie ?» En 1 seconde, une carte apparaît dans sa main, puis disparaît aussitôt, évaporée. Phil n'en croit pas ses yeux. Très doucement, le père Ollie tend alors sa main vers lui, effleure son oreille et fait apparaître la carte comme si elle s'était retrouvée à l'arrière du crâne du garçon. L'homme et l'enfant rigolent et puis... « Merci pour ton aide, tu peux y aller maintenant. » Phil sort tout sourire pour découvrir que ses amis ne l'ont pas attendu. Tant pis. Alors qu'il s'apprête à refermer la porte, le prêtre l'appelle encore. « Hé, Phil, tu as oublié ton cahier !» Le samedi suivant, après le pique-nique de Pâques, le père Ollie propose à Phil et à 2 de ses camarades de rester avec lui quelques minutes pour un tour de magie. Les enfants sont sidérés. Cela dit, pourquoi les cartes montraient-elles des hommes et des femmes complètement nus ? Ils n'ont pas compris. Mais le prêtre a dit, avec un clin d'œil, que ce serait un secret. Le dimanche suivant, dans la sacristie, le père Ollie leur montrera son pénis. Le dimanche d'après, il demandera à Phil de lui faire une fellation. Et Phil s'exécutera. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il a 9 ans. Parce que c'est un adulte, non, un prêtre, qui lui demande. Et quand il rentrera chez lui, il ne dira rien. Parce qu'il ne veut pas faire de la peine à ses parents. Et puis, tout le monde dit que le prêtre Ollie est cool. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 2e que nous consacrons à l'affaire Spotlight. Un gigantesque scandale d'abus sexuels dans l'église catholique de Boston, révélé par des journalistes qui pensaient n'avoir affaire qu'à quelques cas isolés de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, je vous parlerai des méthodes de l'équipe d'investigation et des premiers secrets qu'elle réussit à éclaircir. Il faut descendre 2 escaliers, serpenter dans des couloirs en moquette et passer plusieurs portes
avant d'entrer dans le département Spotlight, la cellule d'enquête du Boston Globe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces bureaux sont en fait assez modestes. On est loin de l'imaginer, mais c'est pourtant ici que naissent depuis 30 ans des enquêtes capitales, qui ont fait trembler le Massachusetts de la mairie de Boston jusqu'au bureau des gouverneurs. Depuis sa création dans les années 70, Spotlight a par exemple révélé des violences commises dans les foyers pour enfants gérés par l'État, ou encore le détournement par des élus de fonds destinés à l'aide sociale. Si l'église de Boston cache quelque chose à propos des prêtres soupçonnés de pédophilie, Spotlight saura le trouver. Les bureaux de la cellule sont tout à fait banals. 3 hommes et une femme se partagent 2 salles aux murs gris clair, éclairées par des néons blancs. Dans la première salle, 3 bureaux débordent de documents divers, et sur les étagères alentour, des dizaines de classeurs jaunes sont rangés côte à côte comme autant de soldats. C'est le terrain de jeu de Sasha Pfeiffer. Mike Rezendes et Matt Carroll, 3 des meilleurs journalistes d'investigation du pays. Dans le mur du fond derrière eux, une porte toujours ouverte donne sur une seconde salle où se situe le bureau de Walter Robinson qui dirige l'équipe. Tous se connaissent parfaitement, partagent la même passion pour le journalisme et la même exigence. Mike et Sasha, excellents dans le travail de terrain, parvenant toujours à dénicher des adresses ou recouper des témoignages menant à de nouvelles pistes. Matt, quant à lui, est spécialisé dans le data-journalisme. Il maîtrise l'informatique comme peu de personnes le peuvent à l'époque et sait extraire de précieuses informations en analysant rapidement de très larges bases de données. Enfin, Walter Robinson, dit Robbie, est le plus expérimenté des 4. Sa connaissance de la ville et son impressionnant carnet d'adresses ouvrent la plupart des portes. Ensemble, ces 4-là sont redoutés par n'importe quelle institution. Mais pour tout enquêteur, même le plus chevronné, le début d'une investigation ressemble toujours à la même chose, c'est-à-dire à rien, ou presque. Il faut commencer sans savoir où et chercher sans savoir quoi. Comme nous sommes en 2001, Internet ne regorge pas encore d'archives numérisées accessibles en un clic. C'est dans des milliers de coupures de presse papier que l'équipe remonte le temps à la recherche d'éventuels scandales sexuels liés au diocèse. La tâche est harassante. Sasha, Mike et Matt passent leur journée dans des salles d'archives à mettre à l'épreuve leur patience de chasseur. De son côté, Robbie multiplie les appels téléphoniques auprès d'hommes d'affaires influents, d'associations locales ou de cabinets d'avocats, sans grand succès. Cela fait plus de 2 semaines que Martin Baron lui a demandé de mettre son équipe sur le coup et pas la moindre piste en vue. Mais Robbie ne se décourage pas. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Pour le vieux loup qu'il est, pas de doute. Les fantômes de l'affaire Porter, la persistance des rumeurs et l'opacité cultivée par le diocèse sont autant d'indices que quelque chose cloche. Le problème, c'est que le procès du père Geoghegan doit avoir lieu dans maintenant 5 mois. Et que c'est à ce moment-là que Baron veut sortir le premier article. Cela laisse très peu de temps à l'équipe de Robbie, car pour peu qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils devront ensuite le corroborer par des témoignages qui devront eux-mêmes être vérifiés, et s'il s'avère, comme le prétend l'avocat des victimes, que le cardinal Lowe a couvert Geoghegan, la question se posera alors de savoir s'il a couvert d'autres crimes sur lesquels il faudra encore enquêter. Alors que les journalistes de Spotlight réalisent que le temps joue contre eux, ils mettent enfin la main sur un indice, ou plutôt sur un nom. Un homme, ayant porté plainte contre un prêtre du diocèse dans les années 90, accepte de les rencontrer. Un certain Phil Saviano. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Quand il pose son stylo, Mike réalise que cela fait près de 4 heures qu'il respirait à peine, tant il était absorbé et tendu par le récit qu'il écoutait. À sa gauche, Matt et Sasha sont assis dans le même état de choc. Même Robbie accuse le coup. Tous fixent la moquette avec une expression indéchiffrable.
Il y a encore 3 minutes, ils étaient pourtant tous parfaitement concentrés, stylo en main, le regard braqué sur l'homme qui leur faisait face. Mais maintenant qu'il est parti, la tension retombe d'un coup et les voilà devenus muets. Leur carnet rempli de notes et leur corps pétrifié. Jusqu'à présent, ils avaient épluché des articles et lu quelques témoignages. Mais jamais l'équipe de Spotlight n'avait entendu une victime raconter directement les abus sexuels qu'elle avait subis. À la fin du mois d'octobre, la cellule Spotlight rencontre Phil Saviano, un homme de 49 ans. Il fut l'un des premiers à porter plainte publiquement contre un prêtre du diocèse de Boston, le père David Holly, pour une série de viols que ce dernier lui a infligés au début des années 60. Phil avait 9 ans. 40 ans plus tard, quand il raconte son cauchemar, il insiste particulièrement sur un mot qui lui semble essentiel parce qu'il doit permettre aux journalistes de comprendre précisément les mécanismes d'emprise qu'on retrouve chez toutes les autres victimes de prêtres, le grooming. Ce terme désigne le fait, pour un adulte mal intentionné, de préparer sa proie en l'approchant par étapes, gagnant petit à petit sa confiance pour pouvoir finalement l'agresser en s'assurant de son silence. Dans le cas de Phil, le père Holly s'est beaucoup intéressé à sa situation familiale. Puis il l'a amadoué avec des tours de cartes avant de s'exhiber à lui pour finir par le violer. À de nombreuses reprises, et ce pendant 18 mois jusqu'à son transfert dans une autre paroisse. Outre l'horreur absolue des faits qu'il contient, le récit de Phil Saviano pose 2 questions cruciales. Comment se fait-il que le prêtre ait été muté de paroisse en paroisse pendant 30 ans et qu'à chaque nouvelle affectation, de nouvelles victimes se soient manifestées dans ces mêmes paroisses ? Se pourrait-il que ces multiples mutations soient justement dues aux agressions sexuelles qu'il commettait ? Mais dans ce cas, cela constituerait la preuve que sa hiérarchie était au courant de ces crimes et qu'elle n'a non seulement rien fait, mais qu'elle s'est en plus chargée de le transférer de paroisse en paroisse pour éviter le scandale, exposant donc systématiquement de nouveaux enfants aux pédophiles. Pas besoin d'être spécialiste en investigation pour comprendre qu'avec ce témoignage, la responsabilité du cardinal Lowe est très gravement engagée. Pour porter cette lourde accusation, Spotlight aura besoin de preuves et de cela, l'équipe est encore bien loin pour l'instant. En attendant, la rencontre avec Phil Saviano marque une étape déterminante dans l'enquête. La possibilité d'avoir affaire à plusieurs prêtres pédophiles devient soudain crédible. L'Église a toujours affirmé que la pédophilie dans ses rangs ne concernait, selon ses mots, que quelques pommes pourries. Cette théorie est sur le point de voler en éclats. Saviano est en effet le fondateur d'une association qui recueille le témoignage de victimes d'abus par des prêtres. Il se dit prêt à présenter certains de ses membres au Globe. En parallèle, Robbie parvient enfin à joindre un puissant avocat de Boston, Eric McLeish. Il a travaillé sur l'affaire Porter 10 ans auparavant et laisse entendre que le diocèse a depuis 30 ans secrètement indemnisé des dizaines de victimes en l'échange de leur signature d'un accord de confidentialité. L'étau se resserre, et cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé lors de l'affaire Porter, le Globe ne reculera pas. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la découverte des preuves qui engagèrent la responsabilité du cardinal Lowe et des retombées considérables du premier article publié par le Boston Globe. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.